Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Philippe Richard Bertrand, on commence l'émission avec une petite revue de l'actualité. Est-ce qu'il y a des choses qui ont attiré ton attention cette semaine? Moi, j'ai fait plein d'achats en Ontario. OK. Dans les derniers mois. Pourquoi? Parce que tu avais le congé de la TPS et de la taxe provinciale. T'as fait plein d'achats, là, genre t'as doublé ta consommation. Non, mais tu sais, un ordinateur pour un collègue de travail, tu sais, j'ai un bureau à Toronto. Que t'aurais pas acheté de toute façon? Non, je devais l'acheter. OK. Mais quand on a regardé, puis tu sais, c'était vraiment bien fait, tu disais... J'ai fait même des captures d'écran de ça. Tu sais, genre Best Buy, tu te faisais livrer au Québec, tu avais la taxe de vente du Québec, puis tu changeais l'adresse pour l'Ontario, je comprends. Puis enlevais les deux taxes. Mais c'est un... Mais tu l'aurais acheté quand même. Je l'aurais acheté quand même. Et donc, t'as pas fait plein d'achats en Ontario. T'as fait des affaires en Ontario, des affaires au Québec. Mais ça. Mon point, évidemment, je suis là, les gens, je sais que les nationalistes vont être fâchés contre moi, mais j'ai acheté au Canada. Nationaliste ou pas, mon point, c'est que les faits, puis c'est les chiffres qui ont commencé à émerger là, de tout ça, le congé de TPS, ça a servi à rien. Ça n'a eu aucune incidence sur la consommation. Ça n'a pas permis aux gens d'être plus heureux. Apparemment, ça a fait un tout petit peu baisser l'inflation, mais tu sais, pas de manière... C'était déjà sur une trajectoire baissante. Donc, tout ça aura coûté plusieurs milliards de dollars au fédéral. Ça n'a rien fait, mais ça a enlevé des revenus à l'État. Oui, ça a fait ça. Mais ça n'a eu aucune incidence macroéconomique. C'est-à-dire que l'ordinateur, tu l'as pas acheté plus. Tu l'as acheté ailleurs, en l'occurrence. Non, je comprends ta question. Mais tu l'as pas acheté plus, puis tu t'es pas acheté du papier de toilette pour les 20 prochaines années ou la 8e PlayStation pour ton condo en Floride et ta maison à Calgary. Bref, ça a eu aucun impact. C'est un peu dommage. Puis c'est intéressant parce que Mark Carney, qui va peut-être être le prochain élu libéral, hein, who knows. Moi, je l'aime bien, mais ceci dit, qui va certainement être... Il doit être économiste. C'est un économiste, l'ancien directeur de la Banque du Canada, d'ailleurs, puis de la Banque d'Angleterre. Mais bref, il a dit, M. Carney, que c'était quand même une mesure un peu... Il a pas dit stupide, mais il faut lire entre les lignes quand des banquiers centraux parlent. Même Mme Freeland est rendu qu'elle dit que c'était... Et ça me l'a fait aimer davantage, Mark Carney. Bref, et Mme Freeland, oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, en tout cas, on pourrait parler longuement de Mark Carney, mais tu sais, les gens disent il conseillait Justin Trudeau. Oui, mais comme le gars, il a une vie, là, comme il a fait plein d'affaires. Madame Freeland, là, elle était dans le cabinet, elle était ministre des Finances. Je veux pas casser du sucre sur son dos, mais je suis comme Mark Carney, tu sais, c'est comme je te donne des conseils, Phil, tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas. Moi, mais, je vais toujours me rappeler de Ouais. cette femme-là pour s'être tenue debout. Parce qu'on lui a demandé à la dernière... la fin de la phrase. On lui a demandé de faire quelque chose, puis elle a dit non à son boss. Ouais. Ça, il faut du courage managérial, mais va pas te présenter après. Non, ben c'est ça. C'est le bout que là, j'ai comme fait... Je veux dire, il aurait fallu se tenir debout il y a 18 mois, madame. Là, tu comprends le nombre de bêtises, puis l'affaire guerre capitale, les véhicules chinois, les programmes éco-cam. En tout cas, je veux pas rentrer là. Il y a un nouveau projet de loi, Phil, je sais pas si tu as eu l'occasion de commenter ça avec Benoît Dutrisac cette semaine, les heures d'ouverture là, dans les épiceries. Puis là, les dépanneurs sont bien mécontents de ça. Les heures d'ouverture vont être prolongées, puis on va pouvoir avoir plus que 4 employés le soir, etc., dans les épiceries. Ce qui est une excellente nouvelle, en mon sens, comme économiste. Mais les dépanneurs disent c'est de la concurrence déloyale et tout. Je trouve ça un peu bizarre. Évidemment, les dépanneurs, ils veulent se protéger leur petit mini-monopole de fin de soirée. J'ai vu ça, honnêtement. Je me suis pas intéressé à ça parce que, bon, le commerce de détail... Ouais, OK. Hein? Mais je suis vraiment... Là, moi, je pensais que tu allais me dire qu'ils ont diminué. Non, ils augmentent les heures d'ouverture. Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui n'a pas d'allure? Qu'ils augmentent. Pourquoi? Mais voyons, qui c'est qui va aller faire son épicerie à 10 heures le soir? Personne. Plein de monde. Mais... T'es-tu déjà allé toi-même? Ben là, Mais Phil, OK, je renverse la question. Pourquoi est-ce que l'État vient dicter les heures auxquelles des commerces peuvent être ouverts?
Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur le nombre d'employés? Ils vont venir dire, chez Luxi, là, après 5 heures le soir, tu peux juste avoir 4 employés dans la... C'est pas le rôle de l'élite. En fait, puis là, historiquement, on avait fait ça pour protéger les employés. On disait le pouvoir de marché, le faisait qu'on abusait. Moi, je pensais honnêtement qu'il allait abolir le dimanche. On ferme tout le dimanche, on retourne à la journée du Seigneur. Je te prends les culottes baissées, j'en suis ravi. Le ministre Boulet est occupé ces temps-ci, donc un autre projet de loi qui, moi, m'intéresse beaucoup, évidemment en lien un peu avec le conflit là, qui nous oppose aux Américains sur tous nos biens, en l'occurrence, mais en particulier sur la question du bois d'œuvre. J'ai eu la chance d'animer la semaine dernière, là, dans ma vie personnelle, un séminaire là, d'innovation dans le domaine de la foresterie. Fait que, c'est dans ma tête, dans mon cœur et dans ma tête ces temps-ci. Et on cherche des débouchés pour notre bois. Puis une des affaires que le ministre Boulet voudrait faire, c'est d'autoriser, changer carrément le code du bâtiment et tout ça, autoriser la construction d'immeubles en bois jusqu'à 18 étages. Je trouve ça quand même assez funky quand on y pense. Honnêtement, c'est spécial parce qu'il y a, à cause d'un de mes clients qui s'appelle Boréal, que je salue, qui construisent des chalets en bois, puis ils font jusqu'à des 8 unités. Oui. Tu sais, des petits, comme actuellement, là, de mémoire, c'est limité, je pense, à 6 étages. Il y a des dérogations jusqu'à 12, mais là, on voudrait aller à 18. Mais je présume qu'il y a quelqu'un qui a calculé au niveau de l'ingénierie que ça va tenir debout. Mais écoute, il y a plein de pays, là, puis des architectes dans le monde, là, je pense que le record, entre guillemets, là, c'est 25 étages aux États-Unis. Puis les Scandinaves sont de plus en plus agressifs là-dessus, des tours là, de 85 mètres, 90 mètres. Je n'ai parlé cette semaine avec Alexandre Dubé. Honnêtement, je trouve ça... tu me l'apprends, mais je trouve que c'est une belle innovation. On s'entend, là, quand tu construis une affaire de même, comme tu dis, il faut que ça soit solide. Là. C'est pas, tu mets pas 3 bouts de rondin ensemble. Fait que ça consomme une grande quantité de bois, ce qui est encore une fois... Pour le sécuriser, se mettre, puis tu sais, juste les étages, là, puis les murs et tout ça. Et donc, évidemment, c'est une grande densité, une grande quantité de bois. Donc, ça pourrait être un débouché si jamais on se mettait à construire énormément de ces bâtiments commerciaux ou résidentiels en bois. Puis évidemment, l'enjeu, là, c'est toujours que ça soit ininflammable, puis tout ça. Là, on veut pas que ça flambe et tout. Mais le dernier avantage, c'est que ça consomme ou ça produit beaucoup moins de CO2 que le béton. Non, c'est ça doit être éco-responsable. La SQDC, Société québécoise du cannabis, c'est ça? A eu un trimestre record, Philippe Richard Bertrand, une augmentation de 22% de ses ventes. Je trouve ça quand même exceptionnel. On est une belle gang de poteux. Ouais, mais t'es pas pour ça, toi? J'ai jamais consommé. T'as jamais fumé de drogue? Bon, donc je sais pas si je devrais dire ça aussi fréquemment sur les ondes hertziennes. J'ai fumé une grande quantité de drogue dans ma vie. C'est très agréable de fumer du cannabis, mais surtout, c'est comme un peu inoffensif. Là. Je veux dire, c'est beaucoup moins destructeur que l'alcool, ça se dit en passant. Il y a des écoles de pensée là-dessus. On a vendu 47 843 kilogrammes de cannabis le trimestre dernier. Félicitations à la SQDC, ils gèrent bien leur croissance. Je sais juste pas ce que le gouvernement du Québec fait dans la business de vendre de la drogue. Fait que 2 questions pour toi. 1, qu'est-ce que le gouvernement du Québec fait dans le commerce de la drogue? 2e question, savais-tu que, et ça je l'ai appris à Richard Martineau quand j'en ai parlé avec lui plus tôt cette semaine, savais-tu que la loi qui encadre la SQDC au Québec fait en sorte que tous les profits sont reversés à la recherche et la prévention contre le cannabis. Et donc, on a une société d'État qui fait 40 quelques millions de dollars de profit ce trimestre-ci. Et cet argent-là va juste... Elle va pas nulle part. À prévenir les gens de fumer du cannabis et faire de la recherche sur le cannabis. T'as-tu déjà vu une pub là-dessus? Il doit y en avoir. Je trouve juste ça bizarre qu'on se retrouve avec une société d'État... Écoute, si tu la places à Cube Radio, par exemple. Mais ouais, non, effectivement, je trouve ça un peu dommage. Puis je trouve qu'on arrive un peu aux limites de l'exercice. Je suis bien d'accord qu'on fasse de la prévention. Peut-être qu'on mette un 5, un 10, un 20 millions, qu'on paye des chercheurs. Et tout ça est nécessaire. Mais là, on s'enligne pour faire 150, 200 millions de dollars par année de profit avec cette société d'État-là. Pour ton info, la SAC, la Société des alcools du Québec, il y a un pourcentage de ses profits qui est versé au ministère de la Santé. Oui, mais c'est rien, là. Ça va dans les coffres de l'État. Non, mais au ministère de la Santé, il en donne un peu à Éduc-Alcool. Ouais, ça, mais ça paye quand même des hôpitaux, des infirmières. Oui, c'est ça paye des choses. Alors que je me dis, la SQDC devrait aussi payer des hôpitaux, de l'éducation, des routes et d'autres affaires. Bref, je pense que M. Legault, clairement, est un peu comme toi, le genre de straight edge, n'a jamais fumé de pot, ou du moins, s'il en a fumé, c'était en cachette. J'ai hâte qu'on ait un vrai élu un peu plus poteux. Regarde
Regarde ce que ça a fait avec Trudeau. Tu te rappelles de Elon Musk qui avait fumé en ondes? Avec Rogan. Oui, on n'est pas rendu là, malheureusement, au Québec, ni avec Elon Musk, ni à fumer de la drogue en super ondes. Émission. On vous divulgue un peu les invités. Oui, oui, on a 3 invités aujourd'hui. On a Richard Chénier de Québec Tech. Ghislain Poirier, le DJ, qui nous parle de sa lettre ouverte qu'il a fait dans Le Devoir. Très intéressant. Et on termine avec François Rainville, qui est président-directeur général d'Averna, l'entreprise qui est passée de 400 employés à 1200 l'année dernière. Donc, par acquisition, stratégie d'acquisition. Très intéressant. Merci d'être à l'écoute. Suivez-nous évidemment sur les médias sociaux. Envoyez-nous vos commentaires, vos questions, vos recommandations d'invités. On se retrouve tout de suite pour notre première entrevue. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On est avec notre premier invité. Il s'agit de Richard Chénier, qui est président directeur général de Québec Tech. Exact, directeur général. Directeur général. Mais c'est bien correct, c'est pas d'enjeu. Oui, Richard, on se connaît depuis un bout parce que tu étais le grand patron du Santec, endroit où j'ai été formateur pendant longtemps. Tu as publié récemment, en fait, cette semaine, suite à l'appel de François Legault, du premier ministre, d'idées pour amener le Québec à faire face aux tarifs et d'autres enjeux qu'on a. Tu as publié quelque chose en LinkedIn. Moi, ça a piqué ma curiosité. Je l'ai lu. C'est bien fait. Je m'attendais rien de moindre de ta part. Mais je t'ai invité pour ça. Alors, parle-nous donc un peu, c'est quoi, toi, ta réflexion? Tu es avec les startups, les scale-up depuis bien longtemps. Oui. Alors, tu as des idées qui sont innovantes. Il y en a d'autres qui sont, selon moi, courageuses. Je vais appeler ça comme ça. Tu sais. Tu me diras lesquelles tu trouves courageuses, mais bon, c'est bien correct. Ouais. Mais résume-nous un peu ton texte. Oui, mais en gros, quand je regarde comment évolue le Québec puis le Canada par rapport à d'autres écosystèmes startups, il faut lever la barre actuellement. On regarde, par exemple, juste donner un exemple, la Corée du Sud a investi 12 milliards dans son écosystème startup. Milliards dans son écosystème startup. Au cours des dernières années, ils ont créé un ministère des startups et des PME. Ils ont vraiment compris le moteur des technos. On regarde ce qui se passe en Suède, aux Netherlands. Il y a des marchés plus naturels comme les États-Unis, où est-ce que la création de startups, pour eux, ils font ça depuis 50, 60 ans. Puis on voit aujourd'hui les Airbnb, les Uber, etc. Et on regarde aussi la France, qui a quand même donné un bon coup de barre il y a 10-15 ans. Au Canada, on a un bel écosystème startup sympathique, mais on manque d'appétit. Comparativement à ce qu'on voit à l'extérieur, les startups sont encore au Canada ou au Québec trop sur la scène parallèle. Ils ne sont pas intégrés dans une vision complète de l'économie, ce qui fait en sorte que pour nos startups, c'est très difficile de pénétrer les marchés. Et en termes de productivité, qui est un défi au Québec et au Canada, à chaque fois qu'une entreprise technologique va rapporter plus de 100 $ de l'heure par heure travaillée à une économie. Tandis que quand on y va... Là, je suis en canadien, là, il y a tout le temps des affaires US et canadiennes, là, mais là, je vais parler en dollars canadiens. Puis quand on regarde la productivité au niveau par heure travaillée dans des marchés traditionnels, c'est en moyenne 70 $ de l'heure. On a un problème de productivité. Il faut qu'on augmente la qualité de chaque heure travaillée ici au Canada face à une démographie en décroissance au Québec. C'est qu'à un moment donné, la technologie, il faut qu'elle prenne plus de place. Il faut qu'elle s'intègre mieux dans nos PME. Puis il faut que nos entreprises technologiques puissent grandir et en faire des champions du monde. Et actuellement, avec la situation des États-Unis, je trouve que ça met encore plus ça au défi. Ça fait des années qu'on le sait, ça fait des années qu'on s'en parle, mais là, on a une belle occasion pour dire est-ce qu'on change des paramètres dans notre façon de travailler avec nos startups pour qu'elles fassent partie de la solution et non juste uniquement une distraction ou quelque chose de sympathique qui est en parallèle à l'économie. Une des propositions, moi, qui m'a beaucoup interpellé dans ton texte, Richard, c'est cette idée de donner des incitatifs fiscaux, mais en tout cas, la mécanique ne m'intéresse pas autant que l'idée d'encourager les grandes capitalisations, les grandes entreprises de chez nous, Québec, Canada, à se doter de fonds, c'est-à-dire de capacités elles-mêmes d'investir. Puis c'est vrai que quand on regarde là, justement cet écosystème, comme tu l'appelles, au Québec en particulier, on a l'impression que tout est
c'est financé par de l'argent public. Là, puis Québec Tech fait peut-être partie de ça. Mais je sais pas d'où vient votre argent, mais tu sais, c'est comme le nombre d'incubateurs, puis le nombre de couches de fédérales, provinciales, municipales qui touchent par sectoriel, par niveau d'avancement. C'est comme à un moment donné. Puis tout ça est de l'argent public. Je me demande, tu sais, est-ce qu'on n'est pas en train d'inonder quasiment la plaine, là, avec comme trop de programmes, trop d'argent facile, trop de bourses, trop de patentes, puis qui fait que justement, comme tu dis, c'est difficile quasiment de se sortir la tête de l'eau parce qu'on est quasiment confortable dans cet écosystème. Ouais. Et j'achète ça 100%, puis tu sais, oui, Québec Tech, on a à peu près, je sais pas moi, financement public, c'est peut-être à 60-70%. Okay. On a certains partenaires privés, etc. Mais oui, je suis un des premiers qui dit où est le secteur privé en innovation au Canada. Je cite dans l'article, entre autres, une statistique. Quand Deloitte a fait l'analyse de combien d'entreprises d'1 milliard et plus de chiffre d'affaires avaient des corporate ventures, là, des fonds de capital d'investissement. Aux États-Unis, c'est 40%. Au Canada, c'est 5-6%. Fait qu'à un moment donné, on cherche de l'argent privé pour faire en sorte que nos innovateurs soient financés, qu'on les intègre. En Europe, ils ont développé même des concepts, j'en parle pas dans mon article, mais ils ont développé un concept qui s'appelle le Venture Client. Donc, des Bosch, des BMW, etc., ce qu'ils font, c'est dire, mais nous, on a des budgets pour tester des produits d'entreprises innovantes. On fait des preuves de concept de 4 à 6 mois avec elles. Si ça fonctionne... On les paye. On les paye, effectivement, rémunérés. Si ça fonctionne, on l'intègre dans nos opérations. Des fois, on investit dedans ou des fois, on les achète. Puis ça, ce phénomène-là de venture client, on le voit moins ici. On voit même des entreprises européennes qui font du venture clienting venir ici au Québec. Chercher des jeunes pousses pour les rentrer. Là, puis ils vont à coût de centaines de preuves de concept par année. Tandis qu'ici, avec nos startups, des fois, juste faire une preuve de concept avec une startup, avec un client, c'est exceptionnel. On est content. Je veux pas glorifier une de des compagnies sœurs de Cube Radio, mais Vidéotron a Vidéotron Ventures, dans lequel ils ont commencé à investir dans les jeunes pousses. Alors, eux, c'est très simple. Ils regardent une techno, c'est une jeune pousse, ils vont l'utiliser, ils vont acheter le service, ils s'assoient avec eux. Juste pour l'essayer. Puis ils se disent, hey, pourquoi que je te donnerais pas d'argent pour accélérer ta croissance? C'est un peu ça que tu dis. Exact. Si on veut un écosystème dynamique ou une économie encore plus dynamique, oui, il faut que nos entreprises traditionnelles améliorent leur productivité puis qu'on les garde en vie. Parce que ils génèrent beaucoup de revenus dans notre économie. Il faut avoir aussi une scène technologique en santé, en forme, qu'on intègre puis faire en sorte que ces deux se marient là. Parce que si une entreprise traditionnelle a un problème de technologie, mais à un moment donné, il faut qu'elle commence à intégrer de l'intelligence artificielle, d'automatisation, etc. On va la trouver où? Est-ce qu'on va aller acheter ces solutions-là à l'extérieur, donc importer des technologies qui sont bâties à l'extérieur, ou on veut que nos technologies participent à l'amélioration de la productivité et qu'on prenne ces technologies-là et qu'on les propulse à l'international? Parce que là, c'est même rendu qu'entre les provinces, on essaye de se voler des startups. Mais t'as entièrement raison. C'est fou raide. Moi, je l'ai vécu dans ma business où il y a un fonds de l'Ontario d'intelligence artificielle, l'équivalent un peu de ce qu'on a Prompt au Québec, là, qui vient nous dire « Installe ton lab de R&D en Ontario, puis on va le funder. » Là, j'étais comme « Voyons, je suis au Canada. » Il dit « Ouais, mais on veut que tu embauches en Ontario. » C'est vraiment bizarre. Il y a plein de petites choses comme ça où est-ce que justement ça nécessite une réflexion stratégique. Puis c'est sûr que quand j'ai voulu écrire ça, moi je suis constructif. C'est un défi colossal. Moi, je me fais porte-parole d'un segment d'activité qui s'appelle « Nos entreprises technologiques en émergence ». Mais tu sais, ce qui me décevrait dans l'exercice qui est là, c'est qu'on aille juste avec un programme d'infrastructure, avec un programme de prêt aux entreprises pour qu'ils puissent passer à travers la crise. Tu sais, moi, je pense qu'on a besoin de repenser plus loin. On enregistre l'émission, on est jeudi. T'sais, c'est pas ce qu'on entend du gouvernement Legault, c'est on va prendre des chômeurs puis ils vont aller construire des barrages. Ouais, mais puis on entend aussi on va donner de l'argent aux entreprises pour qu'ils gardent du monde en emploi. Comme pendant la COVID. Ouais, c'est ça. Fin de la citation de Randy Boissonneau. Oui, mais c'est ça. Mais je veux juste nuancer par rapport à ça. Je dis pas que c'est nécessaire. C'est pas nécessaire de le faire parce qu'effectivement, il va y avoir des impacts. Puis à un moment donné, on veut pas que l'économie s'écroule.
Mais en même temps, il ne faut pas que ça soit la seule solution. Puis moi, je pense que, Francis, dans ce que tu mentionnes, c'est un peu ça. La COVID, on avait une belle occasion de réinventer. Il y a plein de technologies qui ont pris de la place. Puis quand la crise de la COVID a terminé, on dirait qu'on est retombé dans nos vieux réflexes. On n'a pas profité de cette occasion-là pour dire « Hey, comment on fait de la place à nos technologies émergentes dans le système? » Puis ailleurs, ils le font. Moi, je regarde un de mes benchmarks, c'est beaucoup la Suède. Comment ils intègrent les startups dans leur économie, c'est extraordinaire avec Ignite Sweden. Tu regardes aussi le DARPA. Tu sais, le DARPA aux États-Unis, c'est un des affaires. C'est un peu litigieux, mais tu sais, le Canada, là... C'est la défense. C'est la défense, oui. La défense canadienne, à peu près, le budget, c'est à peu près 40 milliards par année. Et là, il faut qu'il augmente de 40 milliards par année. Ça fait 80 milliards par année. Et ça va faire beaucoup d'argent dans le système. Et comment on utilise cet argent-là pour notre scène tech? Puis souvent, les gens pensent militaire à la défense. Ben moi, je connais des startups d'ici qui sont dans le quantique, Nord Quantique, KI3, etc., qui sont dans la sécurité des réseaux de télécommunications, etc., qui ont actuellement des contrats du DARPA américain. Et aucun au Canada. Ouais. Et puis ça, c'est peut-être une dernière chose qui est pour moi très intéressante, en tout cas de mon point de vue, c'est puis Phil, tu en parlais, on a ce réflexe au Canada, au Québec, de donner l'argent, au mieux de l'investir. Mais tu sais, COVID, là, tu sais, des 75% de la main-d'œuvre, tu sais, des cadeaux ou des prêts. Mais je trouve ça, pour moi comme économiste, c'est comme une allocation bizarre. T'es bien mieux de devenir client que de donner de l'argent, non? Fait que pour moi, il y a un mindset là, qui doit changer, c'est-à-dire on démultiplie les patentes qui donnent de l'argent plutôt que de faire l'effort d'intégrer ces technologies-là dans nos processus, dans nos ministères. Ouais. Là, on la prête ou on la donne, mais imagine si on l'investirait. Imagine s'il y avait un Investissement Québec ou un autre branche du gouvernement qui, à place de donner la subvention de 1 million, là, ils prennent une participation dans l'entreprise. Ce qui veut dire que... Ils le font. Ils en donnent pas mal. Et au lieu de devenir avoir des clients, c'est toujours mieux que d'avoir du financement, qui est toujours mieux d'avoir un prêt, qui est toujours mieux d'avoir une subvention, comme dans ma tête, de comme stimuler du développement organisationnel. Puis c'est l'économiste qui parle. Après, je suis 100% derrière toi. Moi, je pense que c'est ça qui manque actuellement. Le défi qu'on a, c'est qu'il nous manque de clients. Il nous manque d'acheteurs de technologies québécoises qui, des fois, les connaissent pas, et des fois, ne prennent pas le risque ou ne participent pas à cet effort collectif-là de contribuer à cet ensemble de cycles d'innovation ou d'économie qui se construit. Ce qu'on remarque aux États-Unis, ce qu'on remarque en Europe, ce qu'on remarque en Asie. Donc, il faut qu'on commence dans nos stratégies à voir les startups comme un morceau de l'équation et non comme l'équation. Et à l'intérieur de ça, les mettre dans des cycles de chaînes d'approvisionnement au Canada, au Québec et partout. Ça, je pense que ça va changer. Il y a comme un exemple, la Ville de Montréal, cette semaine, a émis, pour dire qu'ils ont ciblé des contrats qui sont donnés à des sociétés tech américaines, de dire, y a-t-il une équivalence au Québec? Ça, j'ai trouvé ça fantastique. Là. C'est comme s'il y avait un nationalisme technologique. Puis je pense que ça, juste, ça se voit aux États-Unis, là, le Buy American. Je sais pas pourquoi on fait pas le Buy Canadian ou le Buy Québec. Oui, puis t'as raison, Philippe. Puis là-dedans, c'est un peu, là, pour ceux qui ont l'occasion d'aller lire l'article qui est passé aussi dans la Presse Plus puis qui est passé sur mon LinkedIn personnel. Puis moi, je suis constructif. Moi, je sais pas, j'ai raison. Moi, je pitche des idées puis dire, on peut sortir de la boîte puis aller explorer des nouveaux chemins. Mais aussi, ce que j'essaie de baliser, c'est de dire, on veut pas non plus que 100% des affaires tombent dans de la règle où on fait que de la start-up. Il y a des risques aussi de travailler avec des start-up, mais est-ce qu'on est capable de se définir des carrés de sable? Tu sais, un moment donné, par exemple, je donne comme exemple, est-ce qu'on est capable de dire que le Conseil du Trésor puis toutes les institutions publiques on dédie 1% des achats publics à tester des technologies. On ne fait pas des appels de projet, on fait des appels à start-up. C'est-tu 1%, c'est-tu 2%, 4%? J'ai aucune idée, j'ai pas les chiffres. Mais on est-tu capable de se dire, mais là, ce qu'on a comme système, c'est que le Conseil du Trésor, par exemple, ils veulent protéger. Puis c'est normal là, qu'ils mettent des balises, mais c'est 100%. Tu sais, fait qu'à un moment donné, de dire, prends juste 1%, puis dire, celui-là, on va jouer avec. Puis le 99%, mais on jouera avec d'autres règles. Fait que comme ça déstabilise pas tout.
ça le balise. Ben, tu sais, juste des fois, dans les conditions d'appel d'offres, tu sais, il y a de plus en plus en technologie, là, moi, je suis en techno, là, mais tu sais, il y a ce qu'on appelle des execution bonds, tu sais, ils te demandent un dépôt pour soumettre ta soumission, OK? Puis, tu sais, c'est des dépôts colossales, là, tu sais, que tu perds pendant 2-3 mois, juste le temps qu'ils ouvrent les enveloppes. Tu sais, ils devraient avoir, sans dire un passe-droit, mais pour une société start-up, scale-up, tu sais, une façon autre de te qualifier que d'être obligé de mettre 35 000 de dépôt 3 mois. Écoute, puis je te rejoins tellement, tu sais, puis c'est là où, à un moment donné, je me dis, il faut juste le baliser, tu sais, faut pas le généraliser, mais si on le balise bien avec des règles, des bons processus, agile et rapide. Parce qu'une autre de mes suggestions, surtout pour les startups, il faudrait couper de 50 à 75 % la bureaucratie et le temps de réponse. Que ça soit oui ou que ça soit non, c'est pas grave. Mais la start-up qui attend 3 mois pour une réponse, c'est une catastrophe. Si je te donne une réponse dans une semaine, puis je te dis non, Philippe, ça ne marchera pas, un bon entrepreneur qui a une start-up, il va se revirer de bord. Mais si je le mets pendant 3 mois, 6 avec mois, la carotte. En attente puis en dit, ouais, on n'est pas encore rendu là, puis avec l'espoir, je sclérose l'entrepreneur dans ses décisions de choix de temps, de dire, j'attends-tu après ça ou je mets mon énergie ailleurs? J'ai le feeling, j'ai été très critique envers la CAQ dans les dernières années, mais j'ai le feeling que M. Skeet, le ministre Skeet, est pas mal plus à l'écoute que je pensais qu'il l'était. Il est exceptionnel, puis je vais dire aussi que M. Fitzgibbon, qui était là avant, était aussi quelqu'un de bien. Il comprenait la place des startups, puis M. Skeet aussi. Je pense que le défi, c'est que c'est des changements de paradigme, des changements de culture, c'est très complexe. Parce que quand on regarde les avancées, à mon point de vue, depuis les dernières années, notre écosystème s'est amélioré de façon générale. Mais le défi, c'est que d'autres écosystèmes dans le monde s'améliorent plus vite rapidement que l'autre. Fait qu'il faut donner un coup de barre. Puis la fenêtre technologique qu'on a actuellement, c'est les 5-10 prochaines années. J'ai aucune idée, moi, après les 10 prochaines années, c'est quoi le futur. Fait qu'il faut bouger là. Il faut bouger plus rapidement. Puis merci à Trump s'il a pu nous donner le coup de pied à bonne place pour dire on va jouer ses règles. Merci Donald. C'est ça. Même si je suis pas... ça, on va couper son micro. Non, mais même si... je veux pas dire que je suis content, là, mais on a une occasion de se réinventer. Richard Chénier, merci beaucoup d'être venu avec nous. Vraiment intéressant, comme toujours. Good. Hey, merci à vous deux. Merci. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. On accueille notre deuxième invité, Ghislain Poirier. Peut-on dire. C'est mon nom d'artiste, comme Dumas. DJ, producteur. Exact. Auteur, compositeur, interprète. Je me qualifie aussi dans ce domaine. Tout cela, à quand un Gémeaux? J'ai déjà un trophée de la disque. Déjà un trophée de la disque. Oui, meilleure réalisation en 2013 avec Bougat. Ah oui. Ghislain Poirier, par ailleurs, qui a quand même un peu bercé mon adolescence avec différents beats. Oh, c'est cute. A écrit ces derniers jours un article dans Le Devoir, en fait, puis c'est un peu sur cette base-là que je voulais qu'on jase. Un article qui, en fait, part du constat que depuis quelques années, on observe de moins en moins d'écoute sur les plateformes numériques comme Spotify, donc écoute là, en centaines de milliers, en millions pour une même piste. Puis, en fait, ce phénomène-là, Ghislain, c'est pas anecdotique. Là. C'est pas parce qu'on fait de la moins bonne musique. Là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Peux-tu un peu nous décrire là, le phénomène que tu as observé, puis pourquoi, justement, tu considères que c'est grave ce qui arrive actuellement? Oui, bien sûr. Alors, merci de dire que c'est un article. En fait, c'est une lettre d'opinion, mais avec beaucoup de faits qui sont essentiellement tirés d'un livre qui s'appelle Moon Machine de Lee Spilly, qui est une écrivaine et journaliste américaine. Et elle a sorti ce livre-là au début janvier, et c'est elle qui a mis un peu la lumière sur plein de questions qu'on se posait dans le milieu. Il y avait déjà eu des articles qui parlaient de ça. Qui sont ces artistes fantômes, ces fake artists, ces ghost artists?
Et elle a mis la clé, on a compris c'est quoi maintenant le stratagème. On croyait que c'était des gens qui essaient de truquer le système, mais on se rend compte qu'en fait, c'est une manigance de Spotify. Et peut-être qu'en nombre global d'écoutes, Spotify ne perd pas d'écoutes, mais pour ce qui est des artistes indépendants, comme moi, et un artiste indépendant peut avoir quelques centaines d'écoutes, quelques milliers, voire quelques millions d'écoutes. L'ordre de grandeur est assez large. Là, il y a une baisse significative. Pourquoi? Parce que à travers ce stratagème d'artistes, de faux artistes anonymes, Spotify paye moins de droits, économise de l'argent et donc préfère mettre cette musique-là à l'avant-plan au lieu de payer au complet les droits et royautés aux 10 vrais artistes. Juste que je comprenne, là, comment ça peut fonctionner? Tu ouvres l'application, c'est qu'on te pousse des contenus artistiques qui sont sur ces faux artistes-là, je ne sais pas trop comment faire ça, sur lesquels il y a beaucoup moins de droits ou pas de droits pantoute. Exactement. Donc, c'est essentiellement de la musique stock music ou library music, donc des bibliothèques musicales. C'est une pratique répandue dans le monde des médias. Radio, balado, télé, on a souvent des musiques en bed qui sont libres de droit qu'on utilise. Ou musique d'ascenseur dans des commerces ou des centres d'achat. Donc ça, c'est la musique un peu, et ça, c'est répandu partout. C'est une pratique connue. Maintenant, le leurre, parce que c'est ça qu'il est question, c'est le leurre. C'est-à-dire, il n'y a rien de mal à employer ces musiques-là, il n'y a rien de mal à les écouter, ça fait déjà partie de notre environnement. C'est de nous faire croire que ce sont des vrais artistes. Effectivement, ça a été fait par des vrais artistes, mais qui ont été engagés à cette fin-là et qui sont payés beaucoup moins cher. Et donc, il y a une sorte de middleman qui, lui, achète tous les droits de cette chanson-là. Et là, je vais vous donner, d'après moi, je pense que vous aimeriez entendre des chiffres pour vous donner une idée. On dit que sur Spotify, 1 million d'écoutes donne environ 3 000 $ américains. Alors, dans le livre, il est décrit un artiste qui, lui, avait besoin un peu d'arrondir ses fins de mois, se fait contacter par la bibliothèque musicale. Il dit « Hey, peux-tu nous faire plein de chansons? On va te payer un flat fee, 3 000 $, t'as aucun droit dessus, puis nous, on l'exploite à notre guise. » Mais il ne sait pas qu'il fait partie de ce stratagème-là pour Spotify. Et qui pourrait donner 10 millions d'écoutes potentiellement, mais pour lequel il y a un montant forfaitaire qui a été payé. Exactement. Et là, dans le cas du livre, il parle d'une chanson qui a 15 millions d'écoutes. Faites le calcul. 15 millions d'écoutes fois 3 000, ça fait 45 000 $ américains. Et lui est payé 3 000. Ceci dit, ce qui est assez... Puis parce que l'enjeu aussi que tu décris très bien dans l'article, puis qu'on constate, c'est que je suis moi-même un abonné de Spotify. Bon, j'écoute Ghislain Poirier, j'écoute plein d'artistes qui obtiennent des fractions de cents pour mes écoutes, mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais bref, j'écoute plein d'artistes, mais c'est vrai qu'il y a des moments, puis c'est ce que tu décris dans l'article, où tu es en train d'étudier, où tu dis, tu es dans un commerce, tu es en train de magasiner des running shoes, c'est comme une musique neutre. C'est ça, c'est comme un filler de l'ambiance. Exactement. J'ai envie de dire, d'un point de vue strictement économique, là, c'est pas important ce qu'il joue, d'une certaine manière. C'est juste, ça remplit l'espace, ça crée une ambiance. Ça peut être Ghislain Poirier, ça peut être Kendrick Lamar, ou ça peut être ce gars-là dont tu nous parles, dont on connaît pas vraiment le nom. Mais, et donc, évidemment, pour beaucoup de pour ce modèle d'affaires-là, t'es bien mieux de pas payer Ghislain Poirier, t'es mieux de pas payer, en fait, pour habiller... Mais c'est ça le problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Spotify... Il y a une logique derrière ça. Il y a une logique, et Spotify n'est pas une plateforme musicale. Spotify est une plateforme technologique. Dont la commodité et la musique aurait pu être n'importe quoi. Et donc, le but pour eux, c'est une sorte de dévaluation du produit qui leur sert, eux, à avoir, soit à plaire à leurs actionnaires ou à créer du profit. Il y avait eu, à un moment donné, un espèce de petit phénomène là, de désaffiliation de Spotify. Tu parles de Taylor Swift? Ou d'autres, là, mais j'ai l'impression que ça va et vient, ces mouvements-là, ça dure jamais très longtemps. Est-ce que tu penses qu'il y a... Mais c'est un peu difficile, tu sais, de ne pas être sur Spotify. C'est comme si on décidait de bannir les routes au Québec et de ne pas les emprunter. À ce point-là? Et moi, si je regarde, ça équivaut à 54% de mes streams. Spotify à lui seul. Donc,
à lui seul, c'est plus que toutes les autres plateformes rassemblées. Mais je te pose une question, excuse-moi, Philippe, mais je te pose une question. Mettons que moi, j'ai envie de t'écouter, puis mettons que t'es pas sur Spotify, je te trouverai ailleurs. Tu sais, mettons que j'ai un chiffron, là, t'as 1 million de personnes, tu dis 54% c'est Spotify, mais si t'étais pas là, j'irais peut-être t'écouter ailleurs. Je pense pas. Non? Non. Tu passerais pas comme de 1 million à 900 000, tu perdrais carrément le 54% ou quasiment la totalité? Oui, parce que les gens ne vont pas nécessairement écouter des artistes spécifiques, mais se font hook-up sur la plateforme. Ils ont leur playlist, tout ça. Et il y a une limite à tout ça, c'est-à-dire t'écoutes, est-ce que vous êtes tous abonnés à Netflix, Disney+, tout ça, puis il y a un moment donné, une limite à ça. Et c'est la même chose en musique, on développe des habitudes et les gens n'iront pas là. Après, si ta sous-question que je devine, c'est qu'est-ce qu'on fait pour aller écouter un artiste s'il n'est pas sur Spotify? Il y a d'autres plateformes qui sont un petit peu plus, disons, équitables envers les artistes comme Bandcamp. Tu m'as envoyé des pistes. Là. On écoutait le petit échantillon, était sur Bandcamp. Là. D'accord. Bon. Et il y a aussi façon on a le droit encore d'acheter la musique. Où on achète de la musique? iTunes? Une question naïve. Tu connais-tu iTunes? Oui, iTunes. Bandcamp, on peut acheter la musique. iTunes, on peut acheter la musique. On peut encore acheter la musique dans des magasins de disques, soit en cassette, en CD ou en vinyle. Tu fais ça, toi, Philippe Richard Bertrand? J'ai même pas de device pour jouer de la musique physique. Moi, mais toi, t'es un créateur. Attends, c'est quoi que devant là, t'as un téléphone? Oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais l'acheter numériquement. Là. Apple et autres, tu dis Bandcamp me permet d'acheter, puis c'est quoi la même... Parce que on est passé des CD qu'on achetait à 20$, là, qui était un peu un scam, sur mon avis, là, parce que je sais pas combien vous perceviez des artistes, là, mais tu payais cher pour un truc qui avait aucune valeur. Là. Exact, on est passé de ça à une courte période. Je sais pas si c'était intéressant. Il y a une marge d'or rapide du MP3. Où on achetait $1, la chanson, 10-12$ l'album. Puis là, tout de suite, Spotify est arrivé. Puis là, finalement, tu payes un petit fee mensuel. Puis tu te badres plus jamais de penser que... Honnêtement, c'est super drôle, cette discussion-là. Mais j'avais publié vendredi, quand on va sortir l'article, un dessin que j'ai conservé. D'accord. Précieusement. OK? Dessin sur lequel... Moi, j'ai été en technologie toute ma vie, OK? Puis dans les années 98, ça fait longtemps, tous les artistes voulaient des sites web. Bon, aujourd'hui, tu peux faire ça toi-même. En 98, j'ai fait le site web de Céline Dion. J'ai fait Rolling Stones. J'ai fait des gros sites web. Après ça, on a acheté leur merch. Après ça, j'ai vu ça. Premièrement, j'ai eu le privilège de m'asseoir avec René Angelil. OK? Puis il essayait de comprendre combien de baisse de revenus il allait avoir avec le web. Puis comme j'étais le gars qui faisait le site web, il a juste dit « Je veux le rencontrer. » Mario Lefebvre m'a appelé. Puis j'ai fait un dessin que j'ai conservé, puis il me l'a signé. OK? Puis juste dire... C'est authentique. Tu feras plus d'argent avec tes CD. Il capotait, là. Je te le dis. Tu feras plus d'argent avec tes CD. Tu feras pas d'argent avec la musique en ligne. OK? Tu vas faire de la musique avec des shows. Puis... Tu sais, avant le Caesar, avant le Las Vegas, j'ai conservé le dessin. C'est grâce à Phil que Céline était à Vegas, en fait. J'avais juste, puis après ça, tu sais, c'est arrivé un peu dans le livre numérique, mais ça s'est pas rendu aussi fort que dans la musique. C'est avant Napster quand il y a eu ça. Mais je fais juste dire que, tu sais, c'est comme une transformation du modèle d'affaires complète, mais qui s'est faite sur le dos de l'artiste. Complètement. Oui, mais pas tant. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire same old. C'est-à-dire que les majors continuent d'avoir autant de pouvoir. Et à l'époque aussi, il y a plein d'artistes qui ont signé des deals avec des majors, ne touchaient pas une scène des ventes. Et c'était à travers les shows qu'ils faisaient de l'argent. Parce que on pourrait dire c'est de l'argent sonnant. On fait la gig, c'est work for hire, one shot, t'es payé, c'est clair. Donc, beaucoup d'artistes n'ont pas fait énormément d'argent en vendant des disques, que ce soit vinyle ou CD. C'était davantage les majors avec des deals complètement à leur avantage. Tous les intermédiaires prenaient... Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les majors sont encore partie prenante du problème et modifient. Ils ont des deals exclusifs avec la plateforme, donc Spotify, et aussi sont actionnaires chez Spotify depuis le début. Et Spotify a versé des énormes avances aux majors pour exploiter leur catalogue. Ces avances-là ne sont pas versées aux artistes que ces majors-là représentent, encore moins aux artistes indépendants comme moi.
Faut juste faire attention parce que, encore une fois, je connais intimement le domaine, pas de la production, là, mais prends une Céline Dion, un Garou à une certaine époque. Je peux t'en nommer plusieurs Québécois là, qui ont eu de grosses carrières. Je suis très proche aussi encore de Johnny Duquette, etc., qui était à l'époque chez Donald K. Donald, mais une Céline Dion était capable d'avoir jusqu'à, je te dirais, il y a 10 ans, 20 millions de dollars d'avance annuelle. Ouais. Juste pour payer le setup alentour. Ouais. Mais c'est sûr que l'artiste, le plus petit artiste indépendant, local au Québec, qui produit de l'autant bonne musique, lui, il n'a pas cette avance-là. Non, mais une avance, est-ce vraiment un cadeau? Ah non, mais ça, c'est sûr. Puis il y a des artistes. Hey, prends Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, à sa mort. Je ne répondrai qu'en présence de mes avocats. Mais Johnny Hallyday, à sa mort, devait des millions d'euros à sa maison de disques. Oui, c'est ça. Parce qu'une avance, c'est quoi? C'est un label qui joue à la banque. Oui. Et l'avance est souvent juste remboursée par l'artiste et non par le label. Moi, ce que je retiens peut-être pour finir, c'est qu'en fait, ce que tu nous appelles à faire, Ghislain, c'est d'écouter activement. Puis là, je suis un peu... j'aimerais que tu m'expliques. C'est quoi écouter activement? Oui, parce que quand... Tu le dis dans ton texte très bien. Je veux dire, quand j'étudie, j'écoute pas activement. Puis quand je magasine, to be honest, je suis plus focalisé sur la paire de shoes ou le problème avec mon truc que sur la musique qui joue. Donc, il y a plusieurs contextes où, dans les faits, on n'écoute pas activement. Est-ce qu'on le devrait? Moi, je pense qu'on devrait être conscient de ce qu'on écoute. Ouais. Tout le temps. Oui, parce que là, c'est comme un leurre, deception, comme ils disent en anglais. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'on écoute quelque chose, mais alors c'est autre chose. Et donc, moi, en laissant les recommandations automatiques jouer, c'est là que ce Perfect Fit Content, PFC, c'est le nom du programme à l'interne chez Spotify, c'est là que ce Perfect Fit Content, pour eux qui économisent, qui leur coûte moins cher, est poussé à travers des playlists avec de la musique générique et aussi à travers des recommandations automatiques. Et là, la frontière est de plus en plus floue. C'est-à-dire que là, des artistes vont de plus en plus utiliser des pochettes faites par intelligence artificielle, mais ces artistes-là aussi, ces faux artistes anonymes-là, utilisent aussi des pochettes faites par intelligence artificielle. On décontextualise la musique, on la rend de plus en plus générique, et c'est là que s'infiltre cette musique-là. Et ça ouvre grand la porte à quoi? À la musique faite par intelligence artificielle. Et là, si les gens pensent que la musique faite par intelligence artificielle, c'est juste du petit piano générique, que c'est juste des lo-fi beats, non, on est rendu ailleurs. On est rendu dans la musique électronique. On est rendu dans le country. Il y a énormément de country. Il y avait une chanson de Nirvana qui avait été popularisée l'an dernier, qui était une pure création. C'était pas très bon, mais ça sonnait quand même comme du Nirvana. Puis ça, c'est il y a 1 an. Je me dis, au rythme où cette technologie-là progresse, d'ici 1 an ou 2 ou 3, ça va être pratiquement imperceptible. Ce n'est plus une blague. Ces musiques-là sont sur Spotify, sur Apple, sur les différentes plateformes. Mais ça, c'est mon vieux profil parce que j'utilise que mon nom de famille maintenant. OK, attends. Il y a Poirier et Ghislain Poirier. Non, mais bref, je vais le faire live, là. Je dois quand même terminer cette entrevue, Philippe. Exactement. Soyons actifs quand on écoute. Soyons actifs quand on écoute la musique. Et donc, j'invite les auditeurs à le faire. Aujourd'hui, vous nous écoutez, vous entendez cette entrevue avec Ghislain Poirier. Portez attention, où que vous soyez ce soir, demain, dans les transports, au magasin, si vous devez étudier ou à travailler. Portez attention à qu'est-ce qui joue. Essayez de le retrouver. Puis soyez un peu plus intentionnel. Exactement. Intentionnel. Choisissez ce que vous écoutez comme ce que vous mangez. Merci Ghislain Poirier, / Poirier, DJ producteur. T'as maintenant un nouvel abonné. Moi, depuis des années, je te suis. Merci. Merci beaucoup. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. On a la chance d'être avec François Rainville, qui est président-directeur général d'Averna. C'est une entreprise qui a été fondée en 1999, quand même un petit moment. Ça te rajeunit pas, François? En fait, moi, je suis arrivé en 2012. Mais je suis pas plus jeune pour autant. T'étais pas plus jeune pour autant? 99-2012. Bref, depuis sa fondation, il y a plus de 20 ans, l'entreprise est passée d'une jeune pousse, comme on pourrait le dire, à vraiment un incontournable dans le monde des tests, de la qualité, partout dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise a beaucoup grandi par acquisition, ce qui est un mode de croissance comme un autre. Au Québec, on croit beaucoup à une manière organique, mais Averna,
vous êtes vraiment allé acheter. Et donc, François, on t'invite pour cette raison-là, évidemment, pour un peu mieux comprendre la trajectoire d'entreprise, mais aussi parce que tu vas être conférencier à Vision PDG. De l'OQT, effectivement. Qui est un événement de l'Association québécoise des technologies qui a lieu le 8 au 10 avril prochain à Mont-Tremblant. Absolument. Donc, si vous êtes PDG d'une entreprise technologique, pas trop tard pour vous inscrire. Bref, on voulait donc déjà que tu nous racontes un petit peu cette croissance par acquisition, là, comment ça fonctionne, pourquoi avoir choisi cette mode de croissance-là plutôt qu'une croissance plus organique. D'où est venue la stratégie là, de croître aussi rapidement et de cette façon? Je suis arrivé chez Averna en 2012. Averna avait été créé effectivement en 99, avait grandi organiquement au Canada initialement, mais avec un client principal qui s'appelait BlackBerry. Ah oui. Donc, je suis arrivé dans une période 2012, un peu plus compliquée d'Averna, qui nous forçait, à ce moment-là, évidemment, on était de l'autre côté de la montagne, puis on descendait. Ouais. Donc, il nous a forcé à trouver des façons par lesquelles on allait croître. Premièrement, on a stabilisé le patient parce qu'on était dans une période difficile, mais ça nous a forcé à regarder et comprendre qui on était, où est-ce qu'étaient nos différenciateurs, quel marché on devait adresser, puis surtout, quelle était la compétition. Parce qu'on a rendu compte que nos clients étaient des clients mondiaux. On les servait qu'à Montréal et au Mexique. Et notre compétition était très localisée un petit peu partout. Donc, on a rendu compte assez rapidement que nos clients étant mondiaux cherchaient... Il y avait un trou, il y avait une possibilité, une opportunité d'avoir un joueur mondial qui allait les servir partout où ils sont, sur tous les continents. C'est comme ça que c'est parti. Et c'est sûr que, bon, là, vous avez donc fait combien d'acquisitions au total? Ben, depuis 2012, on en a fait 7. Okay. États-Unis, Europe. En Europe, on est en Belgique, en Pologne, en Tchéquie. On vient d'en faire une importante au mois d'août dernier en Asie, qui, elle, nous a emmenés sur 4 régions, au Japon, en Inde, en Chine et au Vietnam. Et ma question, on est tous les deux consultants, on a tous les deux travaillé avec plusieurs entreprises. C'est pas facile de faire une acquisition, il y a des enjeux de culture, il y a les dirigeants qui sont en place. J'aimerais un peu que ça nous révéler le secret de la caramel, mais c'est quoi comment on fait pour acquérir autant d'entreprises aux 4 coins de la planète puis en faire un succès finalement? Là, c'est un peu... En fait, le mandat, moi j'ai pris le mandat des acquisitions chez nous. Donc, à l'époque, j'étais VP des ventes et j'ai surtout été, scouter le marché auprès de joueurs qui étaient similaires à nous. Donc, j'ai cherché des entrepreneurs qui avaient établi des équipes sur leur territoire, mais qui étaient surtout intéressés à continuer avec nous. Donc, aujourd'hui, sur les 7 acquisitions, les fondateurs de chacune des compagnies sont chez nous encore, sont actionnaires, et puis ils ont, en fait, simplement accroché le wagon après la locomotive qu'on voulait être. Et ça leur donne évidemment les moyens d'être faire partie d'un plus grand groupe. On est alignés. D'une part, on est alignés. Ça leur donne des moyens. Souvent, ces joueurs-là se rendaient à un moment donné où ils disaient, bon, si je veux passer à l'autre étape, il va falloir que je trouve de l'investissement, il va falloir que je trouve du capital, il faut que je remette, c'est souvent les fondateurs, il faut que je remette tout sur le 7 noir et que je regage tout, je suis peut-être pas intéressé. C'est plus facile à 7 que tout seul. Exactement. Je pense ça. Deuxièmement, il doit avoir de l'expertise. Là, tu as parlé que toi, tu voulais vendre à l'international, mais eux se sont peut-être dit, hey, on va pouvoir vendre dans l'autre sens. Absolument. Le savoir dans l'autre sens. Il y avait de l'osmose, évidemment, là, qui se passait. Là. Nous, on cherchait, en fait, sur 2 types. On cherchait dans des géographies où il y avait des grands clients susceptibles d'être intéressés par nos services. Puis on cherchait aussi de la capacité. Donc, on a également acquis des compétences complémentaires aux nôtres. Donc, c'était un peu les deux cibles, les deux variables qu'on cherchait dans les joueurs. De vice-président des ventes à scout de cible, tu es maintenant PDG, président directeur général. J'ai été chef des opérations parce que après avoir fait les acquisitions, il fallait les intégrer. Fait qu'on m'a dit, écoute, tu vas les intégrer. Je les ai intégrés, puis après ça, effectivement, je suis devenu le CEO de la compagnie. Ma question, c'est comment être PDG d'une compagnie, justement, avec, c'est l'empire qui ne dort jamais, là, finalement. Je veux dire, il y a toujours une usine ou en fait une équipe le soleil se Averna. Mais ma question, un peu, tu sais, dans ton rôle de PDG, dors-tu bien? Blague à part. C'est pas ma première expérience. Comment on fait pour piloter ça? J'ai monté 2 entreprises préalablement, que j'ai eu l'opportunité de vendre une à Bell puis l'autre à Transcontinental. C'est la première, par contre, en termes d'envergure puis de couverture géographique.
et de time zone, c'est celle la plus importante. Donc, on apprend à réorganiser, évidemment, j'ai pas fait ça tout seul, là. Il y a une équipe, on est allé à la vitesse de l'équipe de management, puis nos équipes, puis mes joueurs, mes coéquipiers prennent beaucoup de galons à l'intérieur de ça. Mais ça doit être quelque chose quand même. Moi, j'ai eu des opérations à Amsterdam pendant, disons, 4 ans, puis, tu sais, le nombre de fois, je me suis levé à 3 heures du matin parce qu'il y avait booké un pitch à 9 heures. Tu sais, c'était fou, là, mais là, en Asie, pour toi. C'est ailleurs. C'est fini les rencontres. J'arrivais quand même, malgré le fait qu'on est en Californie puis en Europe, ce qui donnait à peu près 9 heures. Là, c'est fini les rencontres de tous les employés ensemble à un moment donné, parce que l'Asie vient complètement déboulonner ça. Mais mettons juste, moi je suis toujours très intrigué par la gouvernance, les comités exécutifs, là, j'imagine qu'il y a une instance mondiale de décision. Là, on peut l'appeler de même, ça a l'air plus gros que c'est quand on le dit comme ça. Mais il y a un comité exécutif. Là, il y a un comité exécutif, et puis en fait, à toutes les semaines, moi, le mardi de 5 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir, je fais le tour de mes régions en Asie. On revoit toutes les opérations, les ventes et tout avec les leaders asiatiques, mais je le faisais déjà avec mes leaders européens puis mes leaders américains, nord-américains. Là. Après ça, ben effectivement... le mardi, c'est une grosse journée. Le mardi, vous ne m'aurez pas ici, à moins qu'on le fasse à 4 heures le matin. Non, ça n'arrivera pas. Je suis pas sûr si la régie va être partante non plus. Et donc là, vous avez fait ces acquisitions-là. On est aujourd'hui en 2025. Encore une fois, on veut pas le secret de la caramilk, mais ça continue, cette lancée-là? On ne sait pas où est-ce que jusqu'où on va se rendre. Aujourd'hui, on était 400 employés le 31 mars 2024. Ah oui, OK. On est 1200 aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a eu 2 grosses acquisitions l'année passée. On est en intégration. Le marché est très propice actuellement. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent vers nous. Là, on devient un peu un aimant, là, et les gens savent que. Mais je vais aller à la vitesse de notre équipe, à la vitesse à laquelle on va pouvoir intégrer les équipes, puis aussi capitaliser sur les opportunités qu'on pense aller chercher, parce qu'on couvre 3 continents, puis 92% du marché de la fabrication de produits au monde. C'est la prochaine étape, là, parce que là, tu dors pas, déjà, c'est la Lune, ou Mars. Avec Elon, c'est ça, on s'en va sur Mars. Ouais. Peut-être juste, on parle depuis tantôt là, vraiment de stratégie à très haut niveau. Explique-nous un peu concrètement, vous faites donc des tests, de la qualité. Donne-nous un exemple de quelque chose que vous faites là, qui est impressionnant, mettons, écoutez, pour épater la galerie. Ouais. Apple est un client, donc toutes les caméras que vous avez sur n'importe quel des produits est testé par des stations de test qui sont déployées en Asie sur les lignes de fabrication d'Apple, par exemple. Et c'est vous qui faites ça? Là, on travaille avec les équipes au niveau du design du produit, puis si le produit se rend jusqu'à la fabrication, on va bâtir des stations de test automatiques qui vont aller sur les lignes de production là-bas. On fait la même chose avec, dans le monde médical, pensez à Dexcom, les glucomètres. On est le partenaire de Dexcom dans le monde. Tu peux pas trop te tromper là, quand vient le temps on a testé des pacemakers, donc vous pouvez être certain qu'on doit être... c'est un niveau de tout à fait, perfection. Donc, dans ces segments-là, on est là. Ici, au Québec, on travaille avec Flow. Vous savez, les bornes... Oui, les bornes de recharge. Recharge. Je suis un fier électromobiliste. C'est ça. Donc, Flow, on est le partenaire de test de Flow. Phil, avec les équipes. Il pense là, pour sa prochaine voiture. Vous devriez, puis les bornes Flow fonctionnent très bien. À la fine pointe. Absolument. J'aimerais quand même... vous faites ça, vous êtes en croissance, tout va bien, 2024, une année extraordinaire. Ça reste qu'on dirait que l'année 2025 s'aligne pour être géopolitiquement un peu plus compliqué que ça, la dernière décennie. Ça, on aime ça. C'est ça, j'aimerais t'entendre. Puis, c'est facile de dire Trump, mais c'est quand même, le monde, puis vous êtes partout dans le monde, ça en va pas vers plus de simplicité, on dirait actuellement, politiquement. Et c'est une bonne chose. Nous, on aime quand il y a du mouvement, quand il y a de l'instabilité. C'est un peu comme les marchés financiers, en fait. Si vous investissez à la bourse, c'est quand ça bouge comme ça que... C'est la volatilité. Non, je vous dis ça, la pandémie est une période de croissance. La guerre, on n'était pas pour la pandémie, on n'était pas pour la guerre en Ukraine, mais la crise énergétique était bonne. Le problème, les difficultés entre la Chine puis les États-Unis, c'en est un. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tous les fabricants doivent revoir leur stratégie de fabrication pour dérisquer leur chaîne d'approvisionnement. À partir du moment où, au conseil d'administration d'un fabricant de produits, on se met à discuter des risques puis comment on doit maintenant peut-être répartir notre production, pas la concentrer. Il y a du mouvement, il y a des investissements, puis on est là.
on va faire partie de l'équation. Je termine peut-être parce que, on parlait de l'AQT, conférencier AQT 2025, puis il y avait une étude de l'AQT qui montrait qu'à peu près la moitié, 48% des entreprises pensaient à utiliser une stratégie par acquisition pour se développer dans les prochaines années. Vous êtes un fin renard, un vieux routier de la croissance par acquisition, François. Conseil à donner peut-être à des entrepreneurs qui nous écoutent, qui veulent peut-être suivre cette trajectoire-là. Je suis là-dedans, moi, là, en ce moment. J'écoute. Moi, le premier message que j'ai fait, c'est surtout, j'ai baroudé dans le monde des technos au Québec depuis toujours, dès les débuts de l'AQT. Le premier message, c'est sortez, là. Sortons, puis allons pas vers les choses faciles. Naturellement, les compagnies québécoises semblent penser que la France, c'est le marché naturel parce qu'on parle français. Ou les États-Unis, c'est le marché naturel parce qu'il est à une heure. C'est pas ça, là. Ouais. Cherchez les endroits et les équipes qui sont complémentaires, les endroits où les clients vont reconnaître la valeur de ce que vous faites, où ils sont. Je trouve on prend des raccourcis sur ces choses-là. Là. Il faut vraiment identifier les marchés puis les joueurs qui vont être complémentaires, évidemment, mais aussi qui vont adhérer à notre culture, à la façon de faire. Puis, comme je dis, le fait que les fondateurs soient encore chez Averna et acceptés. C'était pas tout le monde qui voulait faire ça. Ouais. Mais on a sélectionné ceux qui le voulaient, sont actionnaires, sont alignés avec nous. Ça part de là. Le lead, encore une fois, si vous achetez une compagnie de 2 milliards, le leader a un peu moins d'importance que si vous avez une compagnie de 25, 30, 50 millions. Donc, que le leader soit aligné avec vous sur les valeurs, que vous sentiez qu'il peut faire équipe avec vous autres, c'est lui qui va être la co-retransmission avec son équipe. C'est clair. C'est en tout cas, ça a été notre expérience. Il n'y a pas une façon de faire. Il n'y a pas une seule façon de faire. Puis est-ce que l'appétit vient en mangeant? Est-ce que de faire des acquisitions, ça donne envie d'en faire plus? Je peux pas, je sais pas, mais je veux dire, c'est sûr qu'on a développé un playbook, c'est développé une façon. C'est très motivant pour nos équipes de management. Moi, j'ai une équipe de performants chez nous. Fait que moi, je suis condamné à créer de la croissance parce qu'ils vont s'ennuyer sinon. Donc, j'ai pas le choix. Je dois continuer, mais la croissance doit être profitable. On fait de la croissance organique aussi, là. On masque pas de la décroissance juste en faisant de l'acquisition, là. Je dirais. Ça serait bien, là. Assurez-vous que votre fondamental chez vous est en place, fonctionne, que les outils sont là. Nous, on a fait des acquisitions, mais pour faire fonctionner tout ça, il a fallu investir beaucoup en technologie, dans les outils, dans la méthodologie pour s'assurer qu'on débarque. Dans les outils de gestion interne. Absolument. Il faut parler le même langage. À un moment donné, il y a un moment donné, au début, on a fait des erreurs, là. Tout n'a pas été... on n'avait pas la science infuse là-dessus. On avait 4 ERP dans 4 compagnies différentes. Je veux dire, on n'arrivait pas à comprendre les mêmes chiffres, les mêmes façons. Donc, à partir de ce moment-là, c'était 4 tableaux indicateurs qui disent pas la même affaire ou t'as pas les mêmes définitions. Faut comparer, là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas évoluer pour faire évoluer ta compagnie là-dedans. Là. Un playbook, j'aime bien ça. François Rainville, merci beaucoup d'être venu en studio. Plaisir. C'était vraiment intéressant. Je rappelle que, vous êtes PDG d'Averna, mais surtout conférencier, là, accessoirement. Conférencier au sommet Vision PDG de l'AQT du 8 au 10 avril. Absolument, à Mont-Tremblant. À Tremblant. Merci d'avoir été avec nous. Merci, fait plaisir. Au revoir. Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. Ah, Phil, ça me fait plaisir d'avoir retrouvé Ghislain Poirier, mon DJ préféré de mon adolescence. Que j'ai ajouté dans ma liste de lecture de Spotify. Excellent. Tu l'écouteras intentionnellement, comme on en a parlé avec lui. On a aussi Richard Chénier, qui, évidemment, est dans une posture intéressante. Là. Je pense qu'il connaît très bien l'écosystème. Il en connaît les avantages, mais aussi les limites. Puis c'est une posture qui m'intrigue toujours parce que, tu sais, quelqu'un comme lui qui connaît intimement le fonctionnement, tu voudrais apporter de la valeur, tu voudrais dire ce qu'il faut faire, mais ce faisant, tu t'exposes toujours aux critiques. Là, tu mords un peu la main qui te nourrit. Mais encore une fois, il a lancé de bonnes idées dans une lettre ouverte qui a paru dans la presse plus et aussi sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on invite les auditeurs à aller la lire. Richard Chénier. Puis on a reçu après ça... François Rainville. Moi, gros coup de cœur. Oui, vraiment. Pour quelqu'un qui me disait qu'il faisait pas souvent de la radio, honnêtement, il pourrait quasiment te remplacer comme co-animateur, Phil. C'est correct, ça. C'est correct. Ou me remplacer peut-être éventuellement. Il était excellent. Évidemment, j'ai appris plein d'affaires en l'écoutant. Là. Sérieusement, c'est vraiment quelqu'un de très inspirant. Puis, 7 acquisitions. Tu le connais. En fait, je connais la personne qui l'a embauché chez Averna. Je connais l'ancien président d'Averna. Très intéressant. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Chers amis, écrivez-nous. Phil
Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, moi, partout. Commentaires, questions, recommandations, vous savez où nous trouver. Sinon, studio@cube.radio. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.